Salut à tous. Des rapports indiquent maintenant que Zelensky a accepté d'aller de l'avant avec un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais le contenu réel de cet accord demeure flou. Au cours de la dernière semaine, plusieurs versions différentes ont circulé. Un plan en 28 points venu des États-Unis, une version révisée par l'Union européenne, puis un plan en 19 points venu de Kiev. Le problème, c'est que la Russie n'acceptera probablement pas toutes ces versions telles qu'elles sont présentées. Le va-et-vient actuel doit donc être examiné à partir d'une question fondamentale. Est-ce vraiment un mouvement vers un accord capable de mettre fin à la guerre, ou s'agit-il d'une nouvelle série de propositions qui s'effondreront dès qu'elles arriveront à Moscou? Il devrait y avoir un accord pour mettre fin à la guerre. D'abord, cette guerre aurait pu être entièrement évitée. C'est une guerre causée fondamentalement par la détermination des États-Unis à élargir l'OTAN à l'Ukraine, malgré les objections répétées et véhémentes de la Russie. Autrement dit, il s'agissait d'un affrontement entre les États-Unis et la Russie dans une guerre par procuration en Ukraine. La guerre aurait pu être évitée si les États-Unis avaient dit avec bon sens « Nous ne devrions pas pousser notre alliance militaire directement jusqu'à la frontière de la Russie », tout comme nous ne tolérerions pas que la Russie pousse ses forces militaires, disons, jusqu'à notre frontière au Mexique ou à un autre endroit proche de la frontière américaine. Nous aurions donc dû nous comporter autrement. Cela aurait évité la guerre. Cette guerre a éclaté en 2014 lorsque les États-Unis ont aidé à renverser un gouvernement. Les États-Unis n'auraient donc pas dû participer à des opérations illégales de changement de régime en Ukraine en 2014. Ils auraient dû négocier avec la Russie pour éviter l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, qui était en réalité la 8e année d'une guerre déjà en cours, mais avec une escalade importante. Avant cette escalade, le président Poutine avait mis sur la table des propositions d'arrangement de sécurité entre les États-Unis et la Russie qui auraient pu essentiellement mettre fin au conflit. Les États-Unis, sous Biden, ont refusé de les négocier. C'était une autre erreur. Ensuite, cette guerre aurait pu se terminer au printemps 2022, à peine quelques semaines après l'escalade russe. Ce que la Russie voulait, c'était que l'Ukraine dise « D'accord, nous serons neutres, nous ne rejoindrons pas l'OTAN ». Et l'Ukraine l'a effectivement dit immédiatement après l'invasion russe de février 2022. Zelensky a dit « D'accord, nous acceptons la neutralité ». À Istanbul, la Russie et l'Ukraine, par l'intermédiaire d'équipes des deux pays, ont élaboré un accord qui était presque finalisé en avril 2022. Puis les États-Unis et le Royaume-Uni sont intervenus et ont dit aux Ukrainiens « Non, continuez à vous battre, vous n'avez pas à accepter la neutralité. Nous vous soutenons ». Cette décision a pu être entraînée près d'1 million de morts depuis, parce que les États-Unis disaient à l'Ukraine « Continuez à vous battre, continuez à mener notre guerre par procuration ». Tout cela signifie que les propositions aujourd'hui sur la table, pour autant qu'on puisse en juger, sont moins favorables à l'Ukraine que ce qui était sur la table en avril 2022, parce que la Russie a progressé sur le champ de bataille. Reste que le cœur de ce qui semble être actuellement sur la table, c'est que les États-Unis disent que l'OTAN ne s'élargira pas à l'Ukraine. Les États-Unis reconnaîtraient de facto les nouveaux territoires russes ajoutés sur le champ de bataille, c'est-à-dire l'est de l'Ukraine, la région dite du Donbass, ainsi que des parties du sud de l'Ukraine, deux régions appelées Kherson et Zaporizhia. Il y aurait aussi des arrangements de sécurité pour que la Russie n'envahisse pas davantage l'Ukraine, et pour que l'Ukraine n'envoie pas ensuite des missiles s'écraser en Russie. C'est censé, et il faut espérer que c'est bien de cela qu'ils discutent. Curieusement, les Européens s'agitent en disant « Non, non, l'Ukraine doit avoir le droit de rejoindre l'OTAN », ce qui ne ferait que prolonger cette guerre et sa dévastation sans aucun objectif utile. Zelensky est aujourd'hui un dictateur, il gouverne sous la loi martiale, le peuple ukrainien est épuisé, il veut une issue négociée, mais Zelensky et un gouvernement assez corrompu semblent vouloir continuer la guerre si quelqu'un accepte de la financer et de l'armer. La position de Zelensky est donc ambiguë. Ce que les Russes accepteront exactement dépendra des détails de ce qui est réellement sur la table.
Ce qui arrive souvent, c'est que les États-Unis, négociant, négocient avec les Européens et avec Zelensky, puis se tournent vers les Russes, et les Russes répondent non merci, ce n'est pas un accord. Nous allons continuer à nous battre. Donc, en résumé, si Trump est clair, cohérent et réaliste, la guerre prendra fin. Il doit dire aux Européens et à l'Ukraine que cette guerre est perdue. Elle est dévastatrice pour l'Ukraine. Elle n'aurait jamais dû arriver. L'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine était une erreur, c'était une provocation, c'était un casus belli, une cause de cette guerre, et les combats doivent être arrêtés. Bien sûr, chez Trump, la clarté est souvent arrivée comme un slogan de campagne. Bruyante d'abord, précise ensuite, puis renégociable dès l'entrevue suivante. Si les Européens s'agitent, ils ne peuvent pas vraiment faire grand-chose si les États-Unis tiennent fermement leur position. Zelensky ne peut pas continuer à se battre si les États-Unis tiennent fermement leur position. La situation est donc potentiellement et très probablement proche de la fin de cette guerre absolument inutile. C'est le même va-et-vient qui se répète sans cesse. L'administration Trump a l'option d'exercer son pouvoir. Si elle va voir les Européens et Zelensky et leur dit « Non, nous en avons fini avec ça, nous faisons plus ça ». Nous ne soutenons plus cette guerre. Cela change toute la situation. Le camp pro-Trump appellerait probablement cela du génie stratégique, même si la veille, il applaudissait la position exactement inverse avec la même assurance. Le côté européen est également important à observer, parce que les exigences de Zelensky envers la Russie en 2022 équivalaient essentiellement à une capitulation complète. Aujourd'hui, même si l'Ukraine fait face à une pénurie croissante d'effectifs, l'Union européenne appellerait, selon certains rapports, à geler le conflit, tandis que Kiev dirait, toujours selon certains rapports, que tous les différends territoriaux pourront être réglés plus tard. Mais c'est pas quelque chose que la Russie prendra au sérieux. Les réactions venant de l'Europe et du gouvernement de Kiev doivent donc être examinées à la lumière de cette réalité. Ce sont les États-Unis et la Russie qui sont en position de se demander comment un accord pourrait réellement fonctionner et comment un accord pourrait réellement mettre fin à la guerre. De façon générale, en analyse de politique étrangère, il est important de comprendre que le langage est souvent utilisé de manière très vague. On dit que l'Ukraine dit ceci, que les Européens disent cela, que les États-Unis disent ceci, que la Russie dit cela, mais ce dont il est réellement question, ce sont des décisions prises par les élites, par un petit nombre de décideurs ayant divers intérêts, certains corrompus, certains guidés par leur propre gloire ou leur propre calcul politique personnel, pas nécessairement par un véritable intérêt national. Le peuple ukrainien est épuisé et voudrait la paix. Le peuple américain n'a aucun intérêt à mener une guerre pour que l'OTAN s'élargisse à l'Ukraine. Cela n'a rien à voir avec les intérêts américains. Quant aux Européens, ce sont des dirigeants très impopulaires. Merz, le chancelier allemand, a un taux d'approbation de 25% et un taux de désapprobation de 60%. Certaines personnes n'ont pas d'opinion. Macron est encore plus détesté en France. Son taux d'approbation se situe généralement entre 10 et 15%, ce qui n'est peu, être même pas statistiquement différent de zéro, tandis que son taux de désapprobation est de 70 ou 80%. Starmer, le Premier ministre britannique, est complètement impopulaire parce que la Grande-Bretagne est en crise économique. La dernière chose que les gens de Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni veulent, c'est dépenser beaucoup d'argent pour mener une guerre en Ukraine, pour l'amour du ciel. Pourtant, ces trois dirigeants, Macron, Starmer et Merz, ont été des va-t-en-guerre. La raison peut être qu'ils pensent que si les Ukrainiens meurent, que les États-Unis fournissent les armes et paient en grande partie la facture, et que la dette peut être accumulée ou que l'argent vient d'un budget de l'Union européenne, alors politiquement, cela peut être préférable pour eux. Pourquoi ne pas laisser la guerre se dérouler là-bas ? Cette position est absurde. La position politique européenne est répugnante. Aux États-Unis, le problème c'est que Trump est une figure très hésitante. Et en réalité faible. Toute son image publique consiste à être l'homme fort, le dur, mais en réalité il n'est pas très informé, pas très intelligent, pas très stable. La mise en scène est tout en mâchoire d'acier et en volume élevé jusqu'au moment où la politique réelle entre dans la pièce et demande une phrase cohérente.
Il a certains conseillers qui veulent, à juste titre, mettre fin à la guerre. Mais il a aussi des conseillers néoconservateurs classiques. Il avait le général Kellogg, un général octogénaire, qui n'est pas totalement un partisan de la ligne dure, mais qui l'est quand même largement. Il y a des figures comme Lindsey Graham au Sénat, qui est, à mon avis, le pire sénateur du Sénat américain. Il n'a pratiquement jamais raison sur quoi que ce soit. Richard Blumenthal, du Connecticut, est également honteux. Il a en fait dit, en substance, que ce sont les Ukrainiens qui meurent et que c'est le meilleur achat possible. Pour expliquer, il a dit qu'aucun Américain ne mourrait, donc que c'était un bon investissement pour les États-Unis. Trump a écouté cela. Il s'est déjà approché de l'idée selon laquelle il comprend un peu que l'OTAN ne devrait pas s'élargir. Puis Kellogg est arrivé et Trump est passé à la ligne dure. Ensuite, il entend le président Poutine et revient à l'idée de faire la paix. Puis il entend les Européens et dit « Oh, les Ukrainiens sont en train de gagner la guerre ». À ce stade, le processus politique ressemble moins à une doctrine qu'à une girouette installée au sommet d'une scène de campagne. Donc cela a été oui, puis non, puis oui, puis non, encore et encore. La situation approche maintenant de la fin d'une année sur ce dossier. Quand Trump est arrivé, il a dit que c'était la guerre de Biden, mais c'est en réalité sa guerre maintenant. Il est temps qu'elle s'arrête. S'il est cohérent et dit simplement que les États-Unis en ont fini avec cela, la guerre s'arrêtera réellement. La politique de Trump semble souvent dépendre de la dernière personne à qui il a parlé. Quand certains de ces gens, comme Keith Kellogg et Mike Waltz, lui parlent à l'oreille, il se lance dans cette diatribe selon laquelle les États-Unis doivent simplement mettre de la pression sur la Russie. Mais les questions évidentes sont les suivantes. Comment cela va-t-il fonctionner? Et si toutes les sanctions imposées jusqu'ici n'ont pas fonctionné, qu'est-ce qu'un 19 ou un 20 paquet changerait réellement? Le tour de passe-passe habituel consiste à rebaptiser la répétition en fermeté, puis à espérer que personne ne regarde le tableau des résultats. Cela ne fonctionne pas. Cela tue beaucoup de gens. Cela fait exploser la dette. Le peuple américain n'en veut pas. Mais comme une grande partie de tout cela se fait par décret présidentiel, cela n'exige pas vraiment que le Congrès en fasse beaucoup. Ou alors, le Congrès est poussé par le complexe militaro-industriel numérique à voter pour tout cela, parce que beaucoup de gens gagnent énormément d'argent grâce à cette mécanique. La guerre continue, même si elle est complètement sans but, inutile, ne produit rien de bon et n'offre aucune perspective positive. Cela, on le sait. La guerre du Vietnam, la guerre de ma jeunesse, a continué année après année après année. Les généraux ont menti, la guerre a continué. C'était simplement une forme d'inertie. C'est la situation actuelle. Il faut un président doté de clarté, d'une certaine force politique et de la volonté d'utiliser une partie de son capital politique pour arrêter cela. Et c'est étrange. Pourquoi faudrait-il du capital politique? Le peuple américain est favorable. La base MAGA est clairement favorable. Le capital politique est nécessaire contre le puissant lobby militaro-industriel numérique, les gens qui gagnent de l'argent grâce à ces guerres, qui veulent tester les systèmes d'armement, qui veulent produire plus de drones, qui veulent, pour une raison ou une autre, que la machine continue. Voilà à qui le président doit tenir tête. C'est là que l'image du dur à cuire rencontre la facture du lobbyiste et soudain, le slogan commence à fouiller dans ses poches. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est aussi vrai de ces va-t-en-guerre en Europe, et c'est vrai de Zelensky. Qui représente-t-il? Il n'est pas soutenu par un vote en ce moment. Il vit depuis de nombreuses années sous la loi martiale. Et pour autant qu'on puisse en juger, ce qui est certes difficile, un récent sondage Gallup a montré qu'une majorité écrasante en Ukraine disait vouloir arrêter cela sur la base de négociations. Ils sont complètement épuisés, des gens sont arrachés des rues, envoyés sur les lignes de front pour se faire tirer dessus et tués. Ce qui se passe est donc absolument répugnant. Il est également impossible d'ignorer le fait que tant d'argent des contribuables américains a été utilisé pour soutenir cette guerre. Imaginons maintenant que Trump se lève demain, réalise qu'il est le président des États-Unis et dise « C'est terminé, nous concluons un accord avec la Russie ». Il dit aux Européens et aux Ukrainiens qu'ils devront composer avec cela.
ils obtiennent une sorte de cadre, peut être passé 28 points, mais une version de ce cadre, et ils arrivent à un cessez-le-feu. Dans l'univers trumpiste, cela serait probablement vendu comme un acte d'État historique, avant même que qui que ce soit ait fini de lire la deuxième page. Beaucoup de gens regarderaient immédiatement vers les accords de Minsk de 2014 et 2015 et se rappelleraient ce que l'Occident fait lorsqu'il y a un cessez-le-feu. Ils se souviennent de la manière dont l'Occident utilise un cessez-le-feu pour réarmer et réentraîner les forces ukrainiennes en vue d'un futur conflit avec la Russie. Cela crée une véritable inquiétude quant à la possibilité qu'un accord de type Minsk soit introduit d'une manière ou d'une autre. La question est de savoir si les États-Unis ont retenu la leçon lorsqu'il s'agit d'essayer d'affaiblir la Russie et de s'en prendre à elle, du moins de la manière dont ils l'ont fait. C'est exactement la bonne inquiétude. Dans les grands médias, on dit généralement qu'on ne peut pas faire confiance à la Russie. Mais le fait est que c'est l'Occident qui a triché encore et encore. Tout l'élargissement de l'OTAN était une tromperie. Lorsque les États-Unis ont renversé Yanukovych, le président de l'Ukraine, en février 2014, c'était évidemment une tromperie. Cela a été suivi en 2015 par ce qu'on appelle l'accord de Minsk, voté par le Conseil de sécurité des Nations Unies et négocié avec l'aide russe pour dire que cette guerre s'arrêterait en donnant de l'autonomie aux régions russophones du Donbass, les deux oblasts de Luhansk et de Donetsk. C'était parfaitement censé. Fait intéressant, je ne le savais pas, mais lorsque je me suis récemment rendu en Italie et que je suis allé dans la région autonome germanophone du nord de l'Italie appelée Tyrol du Sud, qui existe en raison de l'acquisition de territoires par l'Italie après la Première Guerre mondiale aux dépens de l'Empire des Habsbourg, la minorité allemande y avait obtenu l'autonomie dans les années 1970. Ce qui est intéressant du point de vue ukrainien, c'est que la chancelière Merkel, qui était alors chancelière de l'Allemagne dans les années 2010, connaissait très bien l'exemple du Tyrol du Sud. Pour elle, c'était un modèle de règlement de la guerre. Elle a donc réellement soutenu l'accord de Minsk, à mon avis sur le fond, lorsqu'il a été négocié en 2015 et appuyé par le Conseil de sécurité. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un accord visant à mettre fin à la guerre sur la base d'une autonomie pour l'Est d'Ukraine, pour la région du Donbass, n'a pas été mis en œuvre parce que les États-Unis et ce régime issu du coup d'État que les États-Unis avaient aidé à installer au pouvoir ont dit qu'ils ne voulaient pas l'appliquer. Ils l'ont donc tout simplement laissé tomber. Fait intéressant, la chancelière Merkel a plus tard déclaré dans une entrevue tristement célèbre, en 2022 ou 2023 je crois, eh bien ce n'était qu'une opération de temporisation. Nous n'avons jamais eu l'intention de l'appliquer. Je me pose la question. Quoi qu'il en soit, je pense qu'elle en avait probablement l'intention, parce que j'ai rencontré les politiciens du Tyrol du Sud en Italie, et ils ont expliqué comment elle avait vraiment étudié l'autonomie là-bas et l'avait utilisée comme modèle pour Minsk. Mais le point essentiel est que les États-Unis, eux, ne l'ont certainement jamais pris au sérieux. Ils ont triché. L'Ukraine a triché. La bonne question n'est donc pas simplement de savoir si Poutine va tricher. La bonne question est de savoir si l'Occident va tricher encore une fois. Je pense que les deux camps ne veulent pas vraiment que cela continue. Et s'il y a maintenant un accord, cet accord dirait explicitement, comme le prévoyaient les 28 points de Trump rejetés par les Européens, et c'est là que Trump doit taper du poing sur la table, que l'OTAN ne s'élargira pas et que l'Ukraine acceptera une neutralité permanente. Cela exigerait que Trump traite un engagement signé comme quelque chose de plus solide qu'un argument de plateau télé. Ce qui est précisément là que le drame commence habituellement. Il serait difficile de tricher là-dessus d'ailleurs. C'est quelque chose de très très explicite. Lorsque les États-Unis ont ignoré Minsk, par exemple, il était parfaitement clair dans la seconde moitié des années 2010 que les États-Unis ignoraient Minsk. Donc, si cet accord est conclu et qu'ensuite un président des États-Unis dit « Oh mais l'OTAN devrait s'élargir à l'Ukraine, la guerre va recommencer », ce sera ni subtil ni caché, ce sera manifeste.
Et je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt d'un quelconque politicien américain de relancer ouvertement ce désastre absolument raté. Il est important de prendre du recul et d'expliquer une chose. Les États-Unis ne visaient pas une guerre en Ukraine. Ils visaient l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN et l'acceptation de cela par la Russie. Tout cela a été exposé en 1997 par Zbigniew Brzezinski, qui a écrit assez longuement à ce sujet dans un livre intitulé The Grand Chessboard. Il soutenait que la Russie n'aurait pas d'autre choix que d'accepter l'élargissement de l'OTAN. Il pensait que la Russie ne pourrait pas s'associer à la Chine. Il pensait que la Russie ne pourrait pas résister à cela. Ainsi, l'idée dans les milieux de politique étrangère américains n'était pas que les États-Unis allaient mener une guerre, mais plutôt que les États-Unis avaient tout le pouvoir, que la Russie ne résisterait pas et que l'Ukraine pourrait être attirée du côté américain. Je ne sais pas si les gens jouent encore au jeu risque. C'était un jeu datant de plusieurs décennies dans ma jeunesse, mais le principe était de placer ses pions sur chaque partie de la carte du monde. C'est plus ou moins l'approche de la politique étrangère américaine depuis les 80 dernières années. Fondamentalement, l'idée des années 1990, c'était que les États-Unis pouvaient placer leurs pions sur l'échiquier ukrainien sans que la Russie résiste. Mais cela a complètement échoué. Et les politiciens ne réagissent pas bien lorsque leur pari échoue. Ils ne veulent pas admettre l'échec. Alors les guerres continuent encore et encore. Ils mentent à ce sujet. Ils disent que l'Ukraine va gagner. Ils ont toutes ces théories, exactement comme au Vietnam, qui a duré année après année après année, avec débâcle après débâcle. À Washington, l'échec survit souvent en enfilant un nouveau costume et en se rebaptisant détermination. Mais si la guerre se termine par la reconnaissance que tout cela était stupide et n'aurait jamais dû être fait, je ne pense pas qu'elle recommencera du côté américain. Puis vient la question habituelle, peut-on faire confiance à Poutine ou va-t-il simplement continuer et envahir? C'est également extrêmement naïf. La Russie est un grand pays, elle n'a pas besoin de plus de territoire, elle n'envahit pas l'Ukraine pour le simple plaisir d'envahir l'Ukraine. Elle envahit l'Ukraine en raison de ce qu'elle perçoit comme un risque véritable et grave pour sa sécurité nationale, qui a suivi un coup d'État soutenu par les États-Unis en Ukraine en 2014. Ce contexte est vraiment important, parce qu'il est tellement absent des médias. Les médias agissent comme si tout cela avait simplement commencé en 2022. Il existe aussi une autre théorie qui compte. Dans certains titres cette semaine, Trump aurait dit des choses comme « Eh bien, vous savez, si l'Europe et l'Ukraine ne veulent pas accepter un accord, alors elles sont livrées à elles-mêmes », ou une version de cela. C'est le genre de phrase qui semble décisive jusqu'à ce que quelqu'un demande s'il s'agit d'une politique, d'un levier, d'une improvisation ou simplement de la dernière phrase d'applaudissement qui résonne encore dans la salle. Cela renvoie à février de cette année lorsque le secrétaire à la défense Pete Hegseth a participé à une réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine à Bruxelles. Il a dit à ses homologues européens que les États-Unis avaient besoin que l'Europe prenne en charge la responsabilité de ce qui est bien sûr une guerre par procuration contre la Russie, afin que les États-Unis puissent se concentrer sur la Chine ou maintenant, puisque l'année a avancé, sur le Venezuela également. La question est donc de savoir si un plan de ce type est toujours en marche. Les États-Unis cherchent-ils une porte de sortie où ils pourraient dire « et nous avons conclu une version d'un accord avec la Russie ». Nous ne sommes pas impliqués dans cette guerre avec l'Ukraine, puis laisser l'Europe la poursuivre, ou est-ce un fantasme des faucons à Washington compte tenu de la faiblesse de l'Europe et de l'impopularité de tous ces politiciens? Les Européens disent exactement cela. Si les États-Unis se retirent, ils continueront. Je pense que c'est absurde. C'est absurde parce que l'Ukraine est en train de perdre sur le champ de bataille et il n'y a rien que l'Europe puisse faire pour renverser cette situation. Puis, l'idée était que l'Europe achèterait d'immenses quantités d'armes aux États-Unis parce que Trump adore vendre des armements. C'est son deuxième métier après la vente de terrains de golf. Il adore vendre des armes. Mais même cela ne règle pas le problème parce que les États-Unis n'ont même plus les stocks nécessaires
pour l'amour du ciel, des choses dont l'Ukraine a besoin, et besoin, entre guillemets, si cette guerre devait continuer. Il y a toujours quelque chose de sinistrement fidèle à la marque dans le fait de traiter une zone de guerre comme une autre salle d'exposition, pourvu que quelqu'un d'autre signe la facture. L'Ukraine n'a pas non plus de soldats, elle n'a pas les troupes, elle perd du terrain. Donc l'Europe, et par Europe j'entends Merz, Starmer, Macron, ces trois politiciens complètement impopulaires, ainsi que von der Leyen, une autre personne qui est absolument dépassée par tout cela, peut dire qu'elle continuera. Mais elle ne le peut pas. Ce qui arriverait si elle essayait, même temporairement, c'est que la Russie continuerait à prendre du territoire. Cela ne s'arrêterait pas à la Crimée et aux 4 oblasts. Cela irait vers de plus en plus de territoires ukrainiens. Je pense donc que les rodomontades prendraient rapidement fin. Encore une fois, il est impossible de se fier à tout ce qu'on lit dans la presse, surtout parce qu'il y a beaucoup de dissimulation. Mais si l'on regarde ce qui a été rapporté comme étant la réponse de l'Europe au plan américain, cette réponse était très peu utile, mais elle ne constituait pas une négation complète de ce que les États-Unis disaient. Par exemple, les États-Unis ont dit clairement que l'OTAN ne s'élargirait pas. L'Europe a maladroitement rayé cela et a dit que, puisqu'il n'y a pas de consensus du côté de l'OTAN ne s'élargira pas maintenant. Les Russes n'accepteraient jamais un langage aussi ridicule, parce que cela pourrait changer dès le lendemain. Cela signifierait un lobbying sans fin en faveur de la poursuite de l'élargissement de l'OTAN. Mais, sur le fond, les Européens reconnaissaient plus ou moins que l'OTAN ne s'élargira pas, que la Russie ne rendra pas les territoires et qu'il y aura une forme de garantie de sécurité mutuelle. Donc, même dans leur propre réponse au supposé plan en 28 points de Trump, ils n'ont pas réellement dit de façon catégorique qu'ils allaient se battre éternellement. Zelensky le sait. Il existe aussi depuis longtemps une théorie selon laquelle, s'il tente de faire la paix, quelqu'un lui mettra une balle dans la tête, le renversera ou fera autre chose, parce qu'il y a autour de lui beaucoup de nationalistes vraiment extrêmes. C'est ce régime, après tout. Il peut donc avoir peur personnellement, mais le fait demeure que si les États-Unis, si le président fait son travail de président, la guerre prendra fin. Cette situation est très révélatrice. Il y a beaucoup de titres médiatiques qui circulent en ce moment. Il faut donc les prendre avec prudence. La dernière question est celle de la position de la Russie dans tout cela. La Russie semble avoir à peu près tous les avantages de son côté en ce qui concerne le temps, les effectifs, la production d'armes et ses amitiés croissantes avec d'autres pays dans le monde, comme la Chine. L'objectif de cette guerre, par procuration contre la Russie, a toujours été d'affaiblir le statut de la Russie comme pilier du monde multipolaire. Pourtant, à long terme, les États-Unis semblent avoir fait l'inverse à plusieurs égards. La Russie accepte les négociations. Elle dit, en substance, discutons-en, essayons de parvenir à un accord possible. Mais la Russie continue aussi sur le champ de bataille et au cours de la prochaine année, elle pourrait être confrontée à la question de savoir jusqu'où elle veut aller et jusqu'où elle veut continuer. Je ne pense pas que la Russie ait un profond désir de conquérir et d'occuper toute l'Ukraine, encore moins d'aller ensuite vers les États baltes ou d'envahir Paris ou Berlin, ou n'importe laquelle des autres choses folles qui se disent en ce moment. La Russie ne veut pas se faire intimider par les États-Unis, c'est le cœur de toute cette affaire. Dans les années 1990, les États-Unis ne voyaient pas la Russie comme un pilier d'un nouvel ordre multipolaire. C'était la dernière chose à laquelle pensaient Brzezinski et ceux de son milieu. Ils pensaient que les États-Unis dirigeaient le monde. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un monde unipolaire. La Russie était une puissance de second rang, mais ils allaient en faire une puissance de 4e rang. Ils allaient la diviser, ils allaient la briser en morceaux. Brzezinski a ouvertement spéculé que la Russie pourrait devenir une faible confédération d'une Russie européenne, d'une Russie sibérienne et d'une Russie d'Extrême-Orient. Il fantasmait à l'idée de transformer la Russie en un État complètement brisé. Ce qui s'est passé depuis les années 1990, c'est la montée de la Chine et le fait que, malgré les assurances absolument explicites de Brzezinski, dans ses écrits des années 1990, la Russie et la Chine ont découvert qu'elles étaient très complémentaires. Elles s'emboîtent bien. La Chine a besoin des ressources de la Russie. La Russie a besoin de la grande puissance manufacturière de la Chine. Elles se complètent très bien et je ne pense pas qu'il s'agisse simplement d'une alliance de circonstances. Je pense que c'est une très forte complémentarité en Eurasie.
si j'étais la Russie, je maintiendrais absolument une alliance forte avec la Chine en temps de paix, parce que c'est économiquement très très sensé. C'est essentiellement ce qui se passe à l'est du Moyen-Orient. Autrement dit, la majeure partie de l'Asie occidentale, de l'Asie centrale, de la Russie, de l'Asie du Sud-Est et de la Chine forment de plus en plus une vaste zone continentale, plutôt interconnectée et coopérative. L'un des éléments de cela est ce qu'on appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, qui constitue maintenant une très grande partie de l'Asie et qui coopère pacifiquement, presque comme une zone de sécurité entre ses membres. Ils ont maintenant lancé une initiative économique et ils lancent une nouvelle banque de l'Organisation de coopération de Shanghai. Je ne pense donc pas que la Russie veuille que la guerre continue. Je ne pense pas que la Russie veuille envahir l'Europe. Je ne pense pas que la Russie veuille une confrontation nucléaire avec les États-Unis. Mais ce que la Russie veut, et c'est la différence par rapport aux années 1990 de façon assez explicite, c'est ce que veulent la Chine, la Russie, l'Inde, certainement le Brésil et les pays des BRICS. Ils ne veulent pas que les États-Unis leur donnent des ordres. Ils prennent des mesures très délibérées, précises, financières, diplomatiques, économiques et militaires pour dire que la multipolarité est réelle. Les États-Unis ne dirigent pas le monde. Ils n'ont pas peur de tenir tête aux États-Unis là-dessus. Ils ne veulent pas la guerre, mais ils ne se laisseront pas intimider non plus. Pour Washington, c'est assez difficile parce que la vision de Washington après la fin de l'Union soviétique, à la fin de 1991, était la suivante. Nous sommes la seule superpuissance. Nous sommes la nation indispensable. Nous sommes le colosse le plus puissant qui ait jamais foulé la planète. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons aller partout où nous voulons. Nous pouvons placer nos pions sur l'échiquier où bon nous semble. Accepter les limites de l'Amérique n'a pas été facile, ce qui explique pourquoi les États-Unis se retrouvent dans les différentes guerres où ils sont engagés. On parle encore d'une guerre avec la Chine, ce qui est suicidaire à un point vertigineux si quelqu'un prenait réellement au sérieux une telle idiotie et une telle illusion, et il y a probablement des gens qui le font. Pourtant, dans le spectacle pro-Trump, même une limite stratégique peut être réemballée en victoire, à condition que l'éclairage soit bon et que la phrase soit assez courte. Mais tout cela revient à dire que si la guerre se termine par un accord, la Russie ne cherchera pas le conflit vers l'ouest. La Russie n'est pas intéressée par un conflit permanent avec l'Europe. La Russie est intéressée à approfondir ses relations économiques avec le reste du monde, du moins en dehors des États-Unis et de l'Europe. Ce qui est intéressant avec Trump, c'est que pour de nombreuses raisons bizarres, et parfois même appropriées, il serait tout à fait prêt à avoir de bonnes relations économiques avec la Russie. Bravo à cela. C'est très bien. De ce point de vue, son approche d'affaires va dans la bonne direction. Il n'adopte pas une perspective idéologique et cette partie-là mérite effectivement d'être appréciée. C'est tout le reste. Les conflits d'intérêts personnels, les incohérences, les éléments d'amateurisme, et bien d'autres choses qui sont contestables. Mais l'idée que les États-Unis reviennent à des relations économiques, même normales avec la Russie, est bonne. Quand on regarde Trump, il est parfois difficile de couvrir ses déclarations parce qu'il est impossible de savoir à quoi elles ressembleront d'un jour à l'autre. Mais il y a alors cette petite lueur d'espoir, peut être qu'il comprend, peut être qu'il y a des gens dans son administration qui comprennent que c'est une bataille perdue et que la Russie veut travailler avec les États-Unis. Il faut saisir le rameau d'olivier pendant qu'il est tendu, avant que la guerre continue encore et encore, et qu'évidemment de plus en plus de gens meurent, parce que c'est ce qui arrivera si cette guerre se poursuit. La tragédie, c'est que la paix pourrait dépendre de la question de savoir si la prochaine impulsion l'emporte sur le prochain titre médiatique. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.